Bonjour tout le monde. Donc, je veux revenir sur la question des écrans. J'ai posé une question au premier ministre la semaine dernière et vraiment, j'ai eu une réponse de fermeture, mais également d'arrogance. Le premier ministre a tenté de ridiculiser ce que d'autres pays font dans le monde, notamment étudier l'idée d'une majorité numérique. Donc, on revient aujourd'hui avec une motion qui demande de reconnaître la dépendance des jeunes aux écrans, la conséquence sur leur santé, et donc qu'on s'entende minimalement sur une commission parlementaire qui pourra se pencher sur toutes les idées qu'on retrouve notamment dans ce rapport qui vient d'être publié en France et qui est rempli de possibilités, de constats. C'est très, très bien fait. Mais se fermer les yeux et agir avec négligence comme semble vouloir le faire la CAQ, là, on est vraiment dans l'attentisme, dans le statu quo. Notons que la France veut agir en seulement un mois, donc c'est parfaitement raisonnable de dire on tient une commission parlementaire cet été en août et dès septembre, on a des changements qui sont mis en œuvre parce que changement, il y aura. C'est pas vrai qu'on va laisser nos jeunes avoir des problèmes d'apprentissage, de santé mentale, de santé physique parce que politiquement, on a décidé de se fermer les yeux sur un problème qui est reconnu maintenant à peu près partout dans le monde. Sur ce, je vais prendre vos questions. Bien, sur cette question-là de l'interdiction des cellulaires à l'école, vous savez qu'il y en a qui vont se braquer, qui vont dire que ça doit être de la responsabilité des parents de déterminer si son enfant utilise oui ou non un cellulaire à l'école. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien, ce qui se passe à l'école, c'est de la responsabilité de l'école. Moi, ça ne me rajeunira pas, mais il y a eu une époque où il y avait des Game Boy qui étaient pas mal moins addictifs que ce qu'on a aujourd'hui en médias sociaux. Mais à l'époque, c'était une interdiction formelle d'amener ces technologies-là à l'école, puis ça allait de soi. Donc, les parents ont évidemment l'entière responsabilité de ce qui se passe à la maison. C'est pas vécu de manière facile tout le temps par les parents, donc il faut les outiller, voir qu'est-ce qui peut être fait pour les soutenir. Mais minimalement, le gouvernement, l'école, l'État doit donner l'exemple et donner des conditions aux enfants qui leur donnent une chance d'être en santé et de ne pas avoir de retard d'apprentissage parce que les rapports partout dans le monde sont assez clairs sur les conséquences. Avec la déclaration de Saguenay que le Québec solidaire va faire fin mai, est-ce qu'on va se rapprocher de plus en plus du Parti québécois en termes d'orientation? Bien, honnêtement, je laisse à Québec solidaire toutes leurs choses internes. Nous, notre plan de match, il est clair depuis plusieurs années. Je suis l'auteur d'Oser repenser le PQ. On a fait notre travail en 2018 également. On a mis les statuts et nos orientations de manière très claire. Et depuis ce temps-là, on travaille tous ensemble, unis, dans une seule direction. Ce qui se passe dans les autres partis, c'est pas à nous de commenter. Nous, on se concentre sur notre plan de match. Je laisse ça à Québec solidaire. Nous, notre plan de match, il est clair et on sait où est-ce qu'on s'en va. On apprend que l'Agence des transports de Mme Guilbeault, ce ne sera pas 50 personnes, comme elle le dit. En fait, ce sera 50 personnes la première année. Selon les documents qu'on a obtenus chez Cogeco, la troisième année, ce serait entre 300 et 400 personnes qui travailleraient pour l'agence en question. Les chiffres sont quand même assez différents. Bien, c'est difficile de commenter parce qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment et à quoi servira cette agence-là. Mais en effet, c'est pas rien. Si on dit publiquement comme ministre, cette agence aura 50 à 60 employés et que finalement les documents parlent de 400 employés, ça mérite minimalement une mise en contexte de la part de la ministre, mais vous comprendrez que sur le reste, étant donné comme dans plusieurs projets de la CAQ, on est dans le flou, je ne suis pas en mesure de commenter sur un projet de loi qui n'existe pas, mais lorsqu'on essaiera de comprendre à quoi sert cette agence-là, on pourra mieux commenter. Pour autant, le bilan de la CAQ en matière de transport collectif sur 8 ans, ça aurait été rien. Donc, on peut créer une agence à la toute fin des 2 mandats. Ça ne changera pas toutes les promesses brisées en matière de transport. On arrive bientôt en étude détaillée sur le projet de loi 57 là, pour protéger les élus. Il y a des groupes, notamment les 4 centrales syndicales, qui craignent, qui estiment que le projet de loi va trop loin. Donc, je me demandais si vous estimez, vous, qu'on a atteint la bonne balance entre la protection des élus et la liberté d'expression ou qu'il y a peut-être certains articles qu'il faudrait réécrire? Bon, c'est notre collègue Joël Arsenault qui siège sur ce projet de loi-là. On a eu un échange avec lui ce matin. C'est trouver le point d'équilibre, c'est permettre aux gens de s'exprimer, de le faire correctement. Il y a un impact sur les élus du mauvais traitement qu'on leur fait. On le voit régulièrement. Donc,
c'est de trouver l'équilibre. Je sais que Joël va re-questionner un certain nombre d'articles. Je n'ai pas le fin détail, mais disons que il y a la capacité de s'exprimer, mais il n'existe pas un droit d'importuner de façon éhontée des élus ou d'avoir des propos qui sont inappropriés. Donc, c'est une question d'équilibre, mais on salue l'initiative depuis le départ. Si je peux ajouter aussi, c'est que moi, je pense qu'il y a peut-être lieu de resserrer certains articles, de les clarifier, mais le plus important dans ce projet de loi-là, c'est qu'il n'y ait pas d'arbitraire de la part d'un conseil de ville de dire « je te décerne un ticket maintenant parce que ça me tente ». De mon point de vue, tant que ça passe par un tribunal, et donc qu'il y a quelqu'un d'objectif qui se penche sur cet équilibre-là, le tribunal est tenu par la liberté d'expression qui est fondamentale dans notre société, ça offre plus de garanties que si on peut décerner un ticket de 50 $ sur le coup comme ça, sans aucun mécanisme. Donc, c'est là-dessus qu'on va surveiller. Il y a peut-être lieu de resserrer des phrases qui sont à interpréter, mais encore là, si un juge l'interprète à la lumière de la liberté fondamentale, de la liberté d'expression qui va être conservée, c'est moins inquiétant que si c'est de l'arbitraire. Je pense quand même un citoyen aller en cours pour se défendre, pour que le juge finisse par prendre une décision à ce sujet-là. Non, ça force plutôt, de ce que j'ai compris, ça force plutôt l'élu qui considère que son travail devient impossible de le démontrer. Mais encore là, il faut vraiment étudier la loi. Sur qui le fardeau de la preuve, puis suivant quels paramètres. Donc, il y a une volonté de rendre le travail politique exempt de haine, d'harcèlement, de comportements inacceptables. Mais il ne faut pas se tromper dans les détails, en effet, parce que la liberté d'expression demeure le fondement de la démocratie, puis là-dessus, on ne peut pas reculer. Manuel Dionne va quitter la direction des communications dans les prochaines semaines du premier ministre. Attendez ma question. Il s'en va à la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui réclame une meilleure entente, alors que le gouvernement du Québec dit aux spécialistes que vous avez une trop bonne entente. Quel message s'envoie quand tu as le directeur des coms du gouvernement qui va aller faire les communications pour avoir une meilleure entente pour les spécialistes? Je le laisse répondre à ces questions-là, mais je mentionnerai au passage qu'il y a des pratiques qui permettent d'installer des murs de Chine lorsqu'on est dans une position intenable, c'est-à-dire qu'on a de l'information des deux côtés. Il y a moyen de s'exclure de certains processus pour être certain de ne pas placer qui que ce soit dans l'embarras. Ça s'appelle un mur de Chine. Les collègues, de nouveau, ont fait un reportage sur des... Juste là-dessus, donc c'est ce que vous attendez à ce que Manuel Dionne mette un mur de Chine? Non, je ne le demande pas formellement. Je dis juste c'est à lui de répondre sur comment une position qu'on peut qualifier d'inconfortable sera gérée, mais il existe des solutions. Ce n'est pas à moi de dicter à M. Dionne ou à la Fédération la solution en tant que telle, mais on s'attend à ce qu'ils nous reviennent et que ce soit géré de manière professionnelle. Est-ce que cette situation est plus inconfortable que celle de Clichy-Rivard? De M. Legault, le fait que ce soit un troisième départ, est-ce que c'est significatif? Les choses internes, que ce soit Québec solidaire ou la CAQ, nous, on a un plan de match et on laisse les choses internes aux autres partis. C'est à eux de s'expliquer s'ils le veulent. Cette situation est plus inconfortable que celle de Guillaume Clichy-Rivard, qui est dans une situation délicate, quoique Québec solidaire dit que ce n'est pas le cas. Écoutez, sur la question des avocats qui continuent de pratiquer pendant qu'ils sont députés, c'est pas à moi de me substituer à la commissaire à l'éthique. D'ailleurs, je n'ai pas lu de document ou de décision en ce sens-là. Je peux vous parler de moi. Moi, je suis avocat et c'est limpide dans ma tête que je ne peux pas accorder de temps à une pratique privée ou à d'autres activités professionnelles que ma fonction de député parce que dans un monde idéal, j'aurais le double, voire le triple du temps dont je dispose dans une semaine pour arriver à tous les dossiers, à rencontrer toutes les personnes qui ont des enjeux. Être élu, c'est très exigeant. Donc, je peux parler pour moi. Je ne pratique pas, je n'ai pas d'autres activités, puis je ne vois pas comment je pourrais faire ça avec la responsabilité d'être élu. Les collègues de nouveau qui ont fait un reportage, oui, rapidement sur le don de sperme. Donc, 3 membres de la même famille qui auraient enfanté environ 600 personnes. Est-ce qu'on a besoin d'une loi, vous pensez, pour gérer ça? D'abord, un travail exceptionnel de Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry. Là-dessus, j'ai vu le dernier extrait. On est rendu à plus de 600, 3 membres d'une même famille. D'abord, limiter le nombre de dons possibles. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des familles qui sont complètement en panique, il y a des tares biologiques, il y a des maladies qui sont disséminées là, à travers
à travers les dons de sperme. C'est très grave, ce qui fait en sorte qu'il y a des milliers de personnes touchées au Québec quand on compte les familles et qui s'inquiètent. Comment 3 personnes ont pu faire une telle chose? Comment ils ont pu aller dans les banques de sperme? Comment ils ont pu faire autant de dons et parfois à travers Internet? C'est stupéfiant. Donc, limiter le nombre de dons, traçabilité des personnes. Et là, c'est un réseau de mamans sur Facebook qui échangent pour obtenir de l'information. Alors, j'ai compris que c'était difficile d'avoir accès au ministre Dubé suite aux demandes de nouveau là-dessus. Et je l'invite à regarder sérieusement cette question-là parce que ça touche des centaines de familles québécoises, des milliers de Québécois. Et c'est pour la vie, là. C'est pas une grippe, là. On parle de tard biologique, on parle de maladies graves potentiellement qui vont toucher les gens pour la vie. Puis les gens veulent en savoir plus sur leur santé. Et là, c'est rendu que c'est les mamans entre elles qui disent « Ton enfant ressemble au mien ». C'est pas une scène de film. C'est véritablement chaque jour au Québec que cette situation existe. Donc, ce ne serait pas prématuré que le ministre y accorde une importance proportionnelle à ce qu'on retrouve dans le documentaire. Sur la question, juste revenir sur la question des avis de la commissaire, avez-vous l'impression qu'ils sont cohérents suivant les députés qui les sollicitent? Puis, si c'est le cas, comment vous comprenez qu'une députée, Mme Nichols, ait choisi de se gouverner d'une façon et qu'un autre ait plutôt opté pour l'option inverse, là? Donc, on est devant 2 députés qui ont sollicité un avis sur leur pratique d'avocat. Ah, je comprends. Et ils se gouvernent de façon différente. Donc, est-ce que, d'après vous, il y a une cohérence ou une contradiction dans la situation? C'est très difficile de se prononcer si on n'a pas pu lire les avis de la commissaire à l'éthique. Donc, dans un certain nombre de cas, moi, je comprends que ces avis-là n'ont pas été rendus disponibles. On n'a obtenu que la conclusion. Donc, c'est difficile de se prononcer de ce point de vue-là. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis avocat. Et en ce qui me concerne, je ne vois pas comment je pourrais consacrer du temps à autre chose que de tenter de répondre à toutes les demandes lorsqu'on est élu. La pression est très forte. Donc, je peux vous parler de moi, mais tant que... son document public. Je pense que c'est d'intérêt public qu'on ait ces avis-là. Puis je pense qu'on pourrait avoir une discussion éclairée sur une question d'intérêt public. C'est vraiment où on trace la ligne, comment on le fait. Ce sont des vraies questions. Dans quel cas, en effet, tout le monde gagnerait à avoir